Merci d'être si nombreux pour écouter l'hortelière Hervé Kempf et Émilie Pouillot-Ferrand nous parler de greenwashing. Je vais commencer par une citation parce que ça fait intellectuel. Paul Valéry a dit que le mélange de vrai et de faux, c'est énormément plus toxique que du faux tout court. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du mélange du vrai et du faux. Et avant de vous présenter nos invités, je vais me présenter très rapidement. J'ai une agence de relations presse et de relations publiques. Donc moi, je suis dans l'industrie de la communication, de la fabrique du récit. Et c'est pour ça que l'organisateur Dominique Favario m'a dit « Tiens, une conf sur l'écologie, sur le lapsus greenwashing ». Ça te dirait pas d'animer, tu sais ce que c'est toi le greenwashing? Je dis bah ouais, je sais ce que c'est, ok, d'accord. Mais en lisant tous vos livres, que je vous invite également à vous procurer, je trouve qu'on atteint encore un niveau supérieur dans ce sujet, parce qu'aujourd'hui, au vu des invités, on va faire une sorte de grand écart monumental, puisqu'on a une spécialiste du textile et un spécialiste du nucléaire, donc on fait un grand écart monumental. Donc j'ai décidé, puisque c'est moi qui décide, qu'on allait parler de la fabrique du greenwashing au niveau institutionnel. Là carrément, je pense qu'on peut faire ça. Voilà, moi-même, je m'intéresse de longue date au sujet. J'ai commis un ouvrage avec Fabrice Bonifay qui s'appelle « L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires ». Donc en termes d'oxymore, je pense qu'on atteint aussi un... Voilà, on va parler de l'impossible aujourd'hui. Nos invités, donc l'hortelière, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et qui est membre de l'Athéopole, qui est un collectif de chercheurs qui travaillent sur la question écologique, et vous questionnez aussi la notion de la technologie dans l'écologie. Et vous signez un ouvrage à plusieurs mains avec des chercheurs qui s'appelle « Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public », paru aux éditions Anthropocène du Seuil. Émilie Pouillon-Ferrand, vous êtes journaliste de formation, spécialiste des questions liées au textile. J'ai appris, en lisant votre bio sur Internet, que vous aviez grandi dans le monde de la mode. Donc vous savez un petit peu ce dont vous parlez. Vous avez voulu détricoter le sujet. Et vous expliquez que pendant le confinement, rien ne va plus. Vous avez décidé de mettre au grand jour, de porter au grand jour tout ce qui se passe dans le milieu de la mode. Et votre livre est très intéressant parce que vous prenez vraiment chaque sujet séparément et aussi avec une vue macro dont on parlera. Donc, et Hervé, alors pardon, je suis très impressionnée de vous avoir là parce que vous êtes une légende du journalisme. Non, mais ne me regardez pas comme ça, c'est vrai, ça m'impressionne. Vous êtes journaliste, évidemment, vous avez travaillé dans de nombreuses rédactions très prestigieuses et toujours sur les sujets scientifiques et environnementaux. Et vous êtes l'un des fondateurs de Reporter, dont vous êtes le rédacteur en chef. Vous avez signé de nombreux ouvrages engagés, j'avais commencé la liste et puis je pense que tous se rejoignent dans les thématiques. Et vous êtes ici pour votre dernier ouvrage, Le nucléaire n'est pas bon pour le climat, paru aux éditions du Seuil. Alors ça c'est génial parce que c'est juste pas du tout ce qu'on entend, donc je suis ravie parce qu'on va pouvoir en parler. Et petite parenthèse, quand on parle du nucléaire sur les réseaux sociaux, on se fait vraiment insulter à peu près autant que quand on parle des OGM, et je pense que vous savez exactement ce dont je parle, puisque vous êtes un petit peu sur ces sujets également. Avant de vous donner intégralement la parole, je vous jure, je voudrais revenir sur un fondamental. Pourquoi est-ce qu'en 2022, on doit encore parler du greenwashing? J'avais commencé en bossant à dire ça fait 10 ans que dans la com, on sait, non, en fait, ça fait 20 ans, en fait, ça fait 30 ans. On sait qu'il y a du greenwashing, on a des tas de cas d'école. Donc, il y a eu des tas de bad buzz, on se disait que ça doit être bon, on a compris, les marques aussi. Les gens sont de plus en plus éduqués, de plus en plus méfiants. Mais bon, le problème, c'est que les marques sont de plus en plus... enfin, le niveau de jeu a carrément monté, bien haut. Et moi, j'avais une théorie, je me disais, bon, le greenwashing, c'est pour les agences, c'est vachement bien, comme ça on peut vendre des bonnes prestations de com de crise. Non, je rigole. Alors, en fait, aujourd'hui, on est dans la finesse à la fois et dans l'énormité. Parce que quand on voit ce qu'on voit et qu'on lit ce qu'on lit, enfin, ça devient de plus en plus énorme, mais ça passe.
Donc on trouve plein de définitions du greenwashing. Il y en a une toute simple, c'est l'éco-blanchiment, déjà en français. C'est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écolo. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, ma définition, c'est dès qu'on vous parle d'un truc qui n'a aucun rapport avec les enjeux du secteur, c'est du greenwashing. C'est assez simple, comme ça, vous n'avez pas à vous poser trop de questions, c'est vrai. Et je pense aussi que ce n'est pas une question de communication. On dit c'est les communicants, ces enfoirés, etc. Non, c'est une question de modèle, de société. On est dans un modèle de société qui est un peu tendu, ça ne vous aura pas échappé, et c'est la friction entre le modèle qui arrive et le modèle qui part. Enfin, qu'on aimerait bien voir partir. Donc, on essaye de débusquer le greenwashing. Il y a des étiquettes, des labels, on va en parler évidemment, tout le monde en parle. L'ADEME va sortir son deuxième guide de décryptage du greenwashing et surtout pour dire aux entreprises comment communiquer sans greenwashing. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas le greenwashing ultime que de dire aux entreprises comment communiquer sans greenwashing? Mais bon, parenthèse. Et le greenwashing est même rentré dans la loi pour la première fois. Au 1er janvier 2023, il ne sera plus possible de parler de neutralité carbone sans produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et ça aussi, quelque part, je trouve que ça gratte. Donc voilà, il y a deux catégories de greenwashers, ceux qui pensent vraiment bien faire et ceux qui sont complètement cyniques, les premiers étant les idiots utiles des seconds. Pardon, j'assène des trucs, c'est que mon avis, hein, mais bon. Le problème, c'est qu'on table toujours sur l'ignorance du public, autant que sur son désir de bien faire. Et elle est là, la dissonance. Donc, vous l'avez compris, c'est un sujet très large. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du greenwashing à grande échelle. On ne va pas faire dans la dentelle, le textile, tout ça. Première question, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du greenwashing? Allez-y. Eh bien, je dirais simplement, c'est le fait de présenter comme écologique quelque chose qui n'est pas écologique. Vous nous parlerez de votre sujet parce que, effectivement, c'est une fabrique globale. Merci, réponse courte. Moi, je reprendrai une phrase de Julia Faure que je cite dans mon livre. En fait, le greenwashing nous fait croire qu'il nous apporte une solution et il nous endort alors que la maison brûle. Julia Faure, une figure de la mode plus responsable qui nous engage à moins acheter. Et moi, pour compléter, parce que l'essentiel a été dit, mais je vais quand même faire une réponse un peu plus longue et un peu décalée en tant qu'historienne pour revenir en fait à la genèse du greenwashing. Je crois qu'on peut retenir plusieurs choses. D'abord, le mot même de greenwashing, il faut savoir qu'il est né du côté des activistes écologistes. Il est né du côté des activistes écologiques à la fin des années 80, début des années 90, évidemment plutôt dans l'univers anglo-saxon, mais il a très vite traversé vers notre langue, soit en français dans la traduction, soit en gardant le terme greenwashing. Et il est né du constat que, en fait, après la forte montée des questionnements écologiques dans le débat public dans les années 70, à la fois l'inquiétude face à l'évolution de l'environnement, je prends le temps de le redire parce que l'excellente table ronde, par exemple, qui a eu lieu ce matin, faisait tout commencer un peu implicitement maintenant, ou il y a 10 ans, ou dans les années 2000, ou avec le GIEC, etc. Mais il faut toujours se resituer dans ce fait que les enjeux écologiques, l'inquiétude face à la question écologique, elle a une grande antériorité. Les historiens la travaillent dans le temps long, et à minima, dans les termes qu'on lui donne aujourd'hui, ça date au moins d'une 50aine d'années, avec une forte montée dans les années 70. Donc dans les années 70, il y a eu tout ce mouvement critique d'attention à l'environnement, de critique de notre société comme une société qui attentait à l'environnement et à l'avenir, à la durabilité de notre vie sur Terre. Et en fait, suite à cette grande mobilisation qui a eu des réussites, qui a imposé des choses au monde économique, au monde politique, etc., il y a eu une espèce de moment de retour de bâton dans les années 80. Je ne veux pas être trop longue, mais ça, je tiens à le dire. Et donc, les entreprises, en particulier les grandes multinationales les plus impactantes pour l'environnement, ont eu deux stratégies. Une première stratégie qui était de dénier tous les problèmes. On le sait bien, maintenant, ça a été étudié, notamment face à l'enjeu climatique. Il y a eu toute une stratégie pour faire de la fausse science, pour contrer les lanceurs d'alerte, pour faire prendre du retard sur les mesures. Et c'est une responsabilité énorme dans la situation dans laquelle on est. Mais la deuxième stratégie, ça a été de faire du greenwashing, c'est-à-dire de prétendre répondre à l'enjeu, de laisser entendre que ces grands acteurs se saisissaient du problème pour finalement le sous-traiter, mal le traiter, voire finalement enfumer et ne pas le traiter du tout. Voilà. Et face à cette
face à cette attitude, ce sont les activistes qui les premiers ont créé ce terme de greenwashing pour essayer de dénoncer ça. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cette antériorité et comment est né ce terme dans le débat public. Et quand tu disais comment ça se fait qu'en 2022, on soit encore à parler de greenwashing, eh bien justement parce que cette stratégie-là d'enfumage, elle est toujours à l'œuvre. Mais elle est à l'œuvre, évidemment, dans des formes, avec des discours, dans des dispositifs qui ne sont pas les mêmes que ceux de la fin des années 80. Et c'est ça aujourd'hui qu'il est important de comprendre, c'est quelles sont les nouvelles formes du greenwashing et celles qui sont aujourd'hui d'autant plus pernicieuses qu'elles sont ouvertes. Alors qu'on croyait être très sensible parce qu'on a bien compris que quand il y a de la com à 2 balles qui nous dit que tel produit, il est vert, etc., ça on sait, on comprend. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux autrement plus forts dont on ne soupçonne pas, qui sont des nouvelles formes de greenwashing. Pardon, j'étais un peu longue, mais c'est un cadrage initial. Non, c'est parfait, et vous pouvez applaudir. Parce que... Alors, je veux bien que tu gardes le Flore, parce que ton livre traite en profondeur et dans tous les secteurs du greenwashing, et ensuite on ira dans les secteurs particuliers, mais toi, tu écris que le greenwashing, c'est une tendance à mal penser le problème écologique, et on profite du climato-opportunisme, et on a une sorte de fabrique de connivence entre État, entreprise et finalement l'acceptation citoyenne. Donc comment est-ce que tu analyses cette... finalement, on est coincé, mains liées intégralement si l'État s'en mêle? Alors, sur le climato-opportunisme, peut-être Hervé y reviendra plus en particulier, parce que sur la question du nucléaire, c'est un enjeu crucial aujourd'hui, mais plus largement, en fait, pour dire un mot, ce livre, on l'a écrit à une trentaine d'auteurs, la plupart des universitaires, et moi, j'ai co-coordonné avec d'autres. Et l'idée, c'est grâce à des entrées thématiques, en fait, il y a une entrée agriculture durable, une entrée nucléaire, une entrée éco-citoyen, une entrée éco-construction, etc. C'est de donner des outils de compréhension dans chaque thématique. Mais en même temps, dans notre introduction, on essaye de déployer une compréhension un peu systémique des formes et des fonctions du greenwashing aujourd'hui. Pourquoi on continue à être dans une société qui produit presque structurellement, en fait, du greenwashing au lieu de se mettre en cohérence et en mouvement pour essayer d'aller vers une écologisation la plus rapide possible. Voilà. Et donc, dans ces grandes lignes directrices, nous, on identifie à la fois des manières de penser qui ne sont pas les bonnes, et aussi des dispositifs très concrets, en fait, qui nous éloignent des solutions ou qui déploient des solutions qui sont de nouvelles impasses potentielles. Alors, pour ne pas être trop longue ce coup-ci, je vais juste donner... quelques petits exemples en termes de mauvaises manières de se poser les questions, les problèmes, d'appréhender ces sujets. Il y a une très belle entrée intitulée « Prise de conscience » qui est rédigée par Jean-Baptiste Frézos. Jean-Baptiste Frézos est un des excellents historiens sur ce sujet. Il y a maintenant des très bons historiens en histoire environnementale, histoire des techniques, etc. Et ce qu'il dit dans ce petit chapitre, c'est qu'en fait, l'idée qu'on serait aujourd'hui enfin dans la prise de conscience, vous savez, on dit ça, on est dans la prise de conscience. C'est sûr, surtout après l'été qu'on vient de passer. Mais en même temps, cette idée de prise de conscience, elle a des décennies, voire plus encore d'existence, en fait. C'est pas tout à fait nouveau, la prise de conscience. Et quelque part, ça peut être une forme d'habillage qui nous tranquillise en se disant « Ah, ben là, tout le monde va se faire à la raison. Enfin, on s'y met. » Mais en fait, la manière de s'y mettre, elle reste en tension entre des choix très différents. Il peut rester des choix très différents de parler, de se saisir de l'enjeu écologique. Tout le monde n'est pas du tout sur la même ligne. Et il peut y avoir des choses qui sont clairement de l'enfumage. Bon, ça, c'était quelque chose pour illustrer la manière dont on conçoit ces enjeux, dont on en parle. Mais il y a aussi des effets de dispositifs, de cadrage de notre société. Et pour nous, tant qu'on reste dans une société qui est organisée autour de choses aussi fortes que l'économisme, la place et la manière dont on comprend l'économie. Ça a été le sujet aussi de la table ronde de ce matin, c'est-à-dire on reste sur des cadrages où l'économie prime. Quand le développement durable a été initié, l'idée c'était de croiser à part égale économique, social, environnement. Finalement, l'économique est resté en haut, le social un peu écrasé en dessous, et l'environnement, c'était l'invisible au-dessous. Mais on reste encore dans un économisme dominant. Je ne sais pas, il doit y avoir des économistes parmi vous dans la salle, donc je vais me faire allumer, mais quand même, c'est une discipline qui a produit beaucoup de mauvaise compréhension de cet enjeu, et les économistes mainstream ont eu beaucoup de mal à changer de logiciel.
Le technosolutionnisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on reste dans une société qui a pour lunette, d'abord, avant tout, le fait que la technologie va nous sauver. Or, ça a été dit ce matin, mais je le redis, les technologies peuvent nous aider. Mais en fait, pour faire face à l'enjeu écologique aujourd'hui, l'essentiel ne vient pas des technologies. L'essentiel dépend de choix de société qu'il faut être capable de prendre de manière la plus démocratique possible en se posant les bonnes questions. Et enfin, on a identifié aussi ce qu'on appelle la pensée en silo. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, qu'on parle de transition, où tous les gouvernements sont alignés sur un objectif neutralité carbone, décarbonation de l'économie, nouvelles énergies non carbonées. Eh bien, en fait, la plupart des affichages sur le sujet se font en silo, c'est-à-dire le secteur de l'aviation dit « moi, je prévois mon plan de croissance dans les années qui viennent, mais je vais passer aux énergies décarbonées ». Ah bon, bah super, mais le numérique dit pareil, mais etc. Et en fait, si on met tout ça bout à bout, mais ça ne marche pas du tout en fait. On voit bien qu'il faut réfléchir globalement une allocation des ressources et une réflexion sur les besoins. Voilà. Donc je m'arrête pour ne pas être trop longue. Mais vous voyez, le livre essaye d'analyser les choses de cette manière-là, un peu transversale et systémique, pour comprendre un mécanisme de fond. Alors, Hervé, j'aimerais vraiment vous entendre sur le greenwashing d'État, sur un sujet aussi profond et pervasif que la production d'électricité aujourd'hui, qui est extrêmement centralisée. Et on parle aussi de cette filière française, donc on a peut-être aussi un peu de mal à la critiquer. En fait, le nucléaire est vraiment un cas d'école de ce que vient d'expliquer extrêmement clairement Laure Tellière. Voilà, en fait, on peut prendre le nucléaire et décortiquer comment ça fonctionne. Par exemple, on va vous dire, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Oui, le gaz à effet de serre, c'est mauvais pour la planète, on est d'accord. Donc le nucléaire, c'est bon pour la planète et pour le climat. Et puis après, vous devez manger du nucléaire quoi qu'il arrive. Sauf qu'en fait, vous pouvez dire la même chose d'autres choses. Vous pouvez dire les énergies renouvelables, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont mauvais pour le climat. Donc les énergies renouvelables sont bons pour le climat. Et puis vous pouvez aussi dire les économies d'énergie, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est mauvais pour le climat. Donc les économies d'énergie, c'est bon pour le climat. Et là, dès que vous avez posé ça, vous vous rendez compte que l'enjeu, c'est pas de savoir si telle ou telle technologie ou mode d'existence commune émet ou pas des gaz à effet de serre, puisque vous avez plusieurs moyens de ne pas émettre de gaz à effet de serre, mais après, il va s'agir de peser les avantages et les inconvénients de chaque voie. Donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a 3 voies possibles, il peut y avoir des combinaisons, mais c'est déjà beaucoup plus subtil que quand on vous assène, effectivement, vous l'avez rappelé, avec parfois beaucoup d'agressivité, parce que les nucléaristes sont extrêmement agressifs et discutent assez peu, en fait, mais recourent souvent à l'injure. C'est-à-dire, il y a une combinaison possible, on va voir quelles sont les voies les meilleures en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, je ne vais pas non plus, pour ne pas être trop long, développer tous les paramètres, mais je vais juste essayer de mettre quelques points, et puis peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Le premier point, c'est que on s'est engagé, nos gouvernements, la France et les pays européens, on a signé ensemble un engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Je vous rappelle qu'on est en 2022 et que bientôt on va être en 2023. Donc il s'agit de réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre, même si on a fait une petite partie du chemin, mais il faut vraiment mettre le paquet d'ici 2030. Or, si vous voulez construire des réacteurs nucléaires, comme espère le faire M. Macron, il faut du temps. D'autant plus que je vous rappelle qu'en France, on ne sait pas fabriquer de réacteurs nucléaires dans la génération actuelle, puisque l'EPR de Flamanville n'est toujours pas en fonctionnement et qu'il a un certain nombre de soucis. Donc au minimum, il faudra 15 à 20 ans. Ça nous reporte avec des nouveaux réacteurs nucléaires en 2040. Je suis désolé, le problème, il n'est pas pour l'instant en 2040, il est comment on s'organise collectivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc déjà, c'est un premier point. Deuxième point, qui est absolument frappant, c'est encore une statistique qui est sortie hier dans une étude de Bloomberg, c'est une grande agence de presse économique, et qui a regardé depuis quelques années quels sont les moyens de production d'électricité qui sont mis en œuvre. Et vous regardez que dans le monde entier, c'est à 85% du photovoltaïque, c'est-à-dire du solaire, et des éoliennes, et notamment des éoliennes marines. Et puis de la biomasse, et puis encore un peu de gaz et de charbon, mais de moins en moins. Et le nucléaire, c'est vraiment un rien, en fait. C'est-à-dire qu'en France, on est totalement en train de se focaliser sur quelque chose qui est totalement marginal à l'échelle mondiale. Et donc, on devrait se demander
dans quoi on va engager nos jeunes ingénieurs, hein. Atecopol, Laure en parlerait mieux que moi, mais c'est un mouvement formidable qui réunit des chercheurs et des ingénieurs, et vous savez que les jeunes ingénieurs se posent énormément de questions. Est-ce qu'on va s'engager dans un truc que personne ne fait, sinon les Russes ou les Chinois? Alors est-ce que M. Xi Jinping et M. Poutine sont des modèles de ce qu'il faut faire dans la production d'électricité, ou est-ce qu'on regarde ce que font les autres? Et ça, c'est déjà poser la question, c'est en partie y répondre. La troisième chose, c'est se dire, ça avance énormément dans d'autres domaines. Et par exemple, le photovoltaïque sur les toits. C'est absurde. Pour l'instant, on commence à développer du photovoltaïque, mais souvent sur des terres agricoles, voire des forêts, ce qui, du point de vue écologique, est inacceptable. On peut en faire plein sur les toits. Ici, il y a sans doute des hangars agricoles, puis il y a plein de maisons partout. Et par exemple, la Belgique développe beaucoup. La Belgique, c'est plus petit que nous. Ils ont 4 fois plus de solaire sur les toits qu'en France. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'on discute du nucléaire plutôt que de faire des choses simples que nos amis les Belges font, alors qu'a priori, il y a moins de soleil en Belgique qu'en France et qu'en Savoie. Et puis quatrième point, là aussi, pour ne pas être trop long, mais juste pour poser le débat et commencer un peu à bousculer les mécanismes de greenwashing, c'est de revenir aux besoins. Et ça, Laure l'a très bien dit, Laure Tellière, et je pense que vous allez le dire aussi par rapport même au simple fait de se vêtir. De quoi avons-nous besoin? Est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir, je ne sais pas, vous écrasé par les chiffres, mais 500 TWh ou 600 TWh en 2050 pour faire des 5G, des avions, voilà, tout ce qui en ce moment détruit le monde. Alors sachant que l'enjeu, c'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est la biodiversité, mais c'est la pollution, mais c'est la justice dans le monde, de façon à ce que des Africains, par exemple, et des jeunes Américains latinos peuvent vivre décemment dans 20 ans. Et donc, quels sont les besoins dans lesquels on devrait vivre? Et c'est là que la question de l'économie d'énergie est absolument essentielle. C'est-à-dire que plutôt que de poser la question de l'énergie et de l'électricité en termes, il faut absolument produire, on commence à se demander dans quel monde voulons-nous vivre, qui soit écologique, qui soit partagé, qui soit juste, qui soit joyeux autant que possible. Et quand on aura déterminé nos besoins, on se dira, il faut quand même beaucoup d'électricité. Et là, on verra les bons moyens pour le faire. Mais vous voyez comment on peut renverser la mécanique par rapport au discours simple, parce que le discours du greenwashing, et je conclus là-dessus, est généralement, ou des co-blanchiments, est un discours simple. On s'adresse à votre cerveau en une phrase, on vous fait passer un slogan, et ce n'est pas pour réfléchir. Or, nous avons besoin de réfléchir. Merci, absolument. Et vous avez évoqué 2 points sur lesquels on va, 3 même. Cette question du besoin est au centre du rapport numéro 3 du GIEC, le dernier qui est sorti, qui dit clairement qu'il va falloir faire baisser la demande, donc que nos besoins soient évalués différemment, plutôt que vers le haut, on vous balance plein de quantités, injonction d'acheter. Et quand j'ai préparé la table ronde et que je me suis pris un petit peu de panique en me disant quel va être le rapport entre nucléaire et textile, et que j'ai lu vos livres, le rapport est évident, c'est 2 fleurons français, hein, donc voilà. Et effectivement, une manipulation de masse aussi pour tout ce qui est vêtements. La mode est faite pour ça, la mode c'est l'obsolescence par essence quelque part. Donc là, on s'adresse à tous les gens qui cherchent à se faire plaisir en allant s'acheter un truc, mais 2,5 milliards de pièces de vêtements en France, moi c'est le chiffre qui m'a... En 2021, c'est fou parce qu'il y a quand même des gens qui ne s'en achètent jamais, hein, donc ça veut dire qu'il y en a qui en achètent énormément. Et un fleuron français qui fait que on adresse ce sujet différemment avec toutes les entreprises et les grands groupes qui tirent le secteur et qu'on invite à s'autoréguler en fait avec la complicité de l'État. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous avez étudié. Oui, effectivement, un des exemples les plus marquants de ces dernières années, c'est le Fashion Pact. Donc en 2019, à l'issue du One Planet Summit, le président Macron demande à François-Henri Pinault, 24e fortune mondiale et à la tête du groupe Kering, du groupe de luxe, je cite, de partir vers de bonnes pratiques environnementales. Il est signé à l'issue du G7 de Biarritz. Et donc les entreprises qui ont signé ce Fashion Pact s'engagent à réduire leurs impacts en travaillant sur les questions de biodiversité, de climat et travailler sur la préservation des océans à l'issue de 2030, donc demain, hein, et jusqu'à 2050. Tout ça sans aucune réglementation, sans aucune sanction. Alors moi, ma première réflexion, c'est depuis quand le pollueur s'autorégule ? Voilà, c'est quand même
merveilleux. Et ça a été conforté par, je vous cite, la directrice du développement durable de Kering à l'issue de la signature du Fashion Pact, qui dit que dans la mode, le meilleur policier, ce n'est pas l'État, c'est le consommateur. Voilà, c'est quand même merveilleux. Le Fashion Pact, en gros, c'était 9 pages d'engagement plus ou moins marqués et plus ou moins chiffrés, plutôt au moins d'ailleurs. Et donc parmi les marques signataires, donc, vous retrouvez des marques de fast fashion, donc comme Gap, H&M, Nike, Adidas, etc. On est exactement dans le greenwashing super bien appliqué à un secteur extrêmement énergivore. Je vous rappelle quand même que la mode, selon les études, c'est entre 2 et 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ça baisse, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc on s'achète vraiment une image reverdie parce que c'est dans l'air du temps, on détourne l'attention et on essaye de sauver, comme le dit Laure dans son livre, on sauve en gros le système pour ne pas s'attacher à sauver la planète. Un an après, donc en 2020, je fais rapide, les premiers effets d'annonce, donc les marques se sont engagées à réduire entre 40 et 45% leurs énergies qui sont devenues renouvelables. Elles s'engagent à mesurer l'impact de leurs activités sur la biodiversité avec des mesures d'impact. Et elles annoncent, le best, elles annoncent avoir réduit pour 70% des signataires, sans chiffre, d'avoir réduit l'utilisation de plastique dans leur packaging. Donc quand vous allez acheter chez H&M, au lieu d'acheter et d'avoir vos produits dans un sac en plastique non recyclable, on va vous mettre un sachet en carton ou un plastique compostable. Voilà, ça c'est les engagements du Fashion Pact. Donc moi, ce qui me saute aux yeux, c'est eu égard aux enjeux, eu égard à la puissance financière des groupes signataires, on pouvait s'attendre quand même à mieux. Et quand on lit le rapport, c'est des jolies photos de paysages, c'est les portraits des CEO ou des responsables développement durable qui s'engagent à plein de belles choses, mais sans acte concret derrière. Et je voudrais juste faire une petite digression pour signaler que la majorité des marques impliquées dans le Fashion Pact sont aussi signataires du Sustainable Coalition Appareil. C'est un groupement de marques internationales qui se sont engagées dans cette association à but non lucratif pour modifier la mode et l'industrie textile. Et ils ont créé un outil d'analyse de cycle de vie des produits, le IG-Index, qui tout récemment, en juin 2022, a été épinglé par la Norvège, qui a relevé des produits d'une marque de vêtements outdoor pour la pratique des sports de montagne notamment, qui s'appelle Norona, et qui faisait mention de coton bio sur ses étiquettes. Et en fait, l'équivalent de notre DGCCRF a relevé que cette indication était mensongère et trompait le consommateur. Donc en fait, on est dans un système dans l'industrie textile où les gros groupes, les grandes marques, créent des labels et des certifications sur mesure pour ne surtout pas toucher à leur business, mais avoir quand même l'air de faire quelque chose pour la planète. Oui, on est d'accord, personne n'a dit acheter un peu moins de fringues. Ah non. Voilà. En revanche, on vous dit, quand vous allez dans un grand distributeur, ramenez-nous votre pantalon. Ben, c'est juste parce qu'il y a la responsabilité étendue du producteur, donc c'est juste normal, mais bon, bref. Donc oui, on n'en est pas à la remise en question du modèle d'affaires. Alors, tout ça ne se fait pas tout seul. Il y a des outils, beaucoup de rhétorique, beaucoup de tactique. Moi, je connais des acteurs qui font ça, mais très bien d'ailleurs, des confrères. Mais en termes on n'est pas dans la théorie du complot, là. On est vraiment dans les manipulations de masse totalement réelles, avec des tactiques nombreuses et imbriquées, parce que, Hervé, vous disiez que c'était une phrase simple, etc., mais c'est la répétition, c'est la convergence de ces phrases simples qui soit victimisent, enfin, pas victimisent, responsabilise le consommateur final qui se sent plein d'injonctions et qui ne sait plus où agir, donc finalement soit il n'agit pas, soit il a l'impression de bien faire. Mais c'est quoi
Hervé, si vous voulez bien, dans votre, de ce que vous constatez, les outils de manipulation de masse auxquels vous faites référence dans le livre et que vous constatez. Je dirais qu'il y a deux aspects, mais le principal moyen de... Alors, j'aime pas trop le mot de manipulation, mais de propagande, c'est la publicité. C'est-à-dire que nous subissons une propagande. Alors on dit beaucoup de mal, à juste titre d'ailleurs, de l'URSS par exemple, comme un État dictatorial, etc. Mais en fait, sous des formes beaucoup plus douces, nous subissons une publicité. Vous prenez le train, vous voyez la publicité. Vous allumez la radio le matin, vous avez la publicité. Vous regardez la télévision, vous voyez des écrans de 5 minutes de publicité. Vous allez au cinéma, vous voyez la publicité, etc., etc., etc. Même maintenant sur les réseaux sociaux, on a de la publicité. Enfin, on est noyé. Et le cerveau humain, même s'il a fait beaucoup d'études, qu'il est intelligent, qu'il a lu plein de choses sur l'écologie, etc., même lui ou même elle, enfin, le cerveau c'est toujours masculin, il est sensible, il est vulnérable, il entend. C'est quand on fait répéter sans arrêt quelque chose, eh bien ça finit par rentrer. Et la publicité, alors les chiffres au niveau mondial varient, et j'ai jamais pu trouver une source parfaite, exacte, mais c'est de l'ordre de 700 à 800 milliards d'euros, c'est-à-dire pas loin de la moitié d'un PIB, du produit intérieur brut, d'un pays comme la France. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Et si ça n'était pas aussi important, il n'y aurait pas de publicité. Et une autre façon de voir les choses est que quand vous dites il faudrait économiser l'énergie et on va éteindre les panneaux publicitaires numériques dans les gares, par exemple. Ah non, dit Madame Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, surtout pas, enfin peut-être entre 1h30 du matin et 2h, on verra, mais enfin, mais vous, effectivement, économisez, n'envoyez pas vos courriels. Voilà. Au passage, quand on lui dit, il faudrait peut-être arrêter les jets privés. Ah mais non, c'est totalement marginal, ça n'a aucune importance. Mais s'il vous plaît, essayez de ne pas envoyer des courriels avec des pièces jointes trop longues. Donc déjà, la chose massive, c'est la publicité. Et il faut se dire franchement que la publicité est un adversaire de l'avenir écologique. Voilà, c'est quelque chose qui est nuisible. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais dans le mouvement écologique, il y a eu, au début des années 2000, il y a eu beaucoup de batailles contre la publicité, qui a un peu retombé, malheureusement, parce qu'il y a des vagues comme ça. Et je crois qu'il faut absolument relancer cette bataille sur la publicité et dire il faut que nous trouvions les moyens collectifs de nous informer, d'échanger, et aussi de faire de la communication commerciale. C'est-à-dire c'est tout à fait normal que, je ne sais pas, le menuisier de Chambéry il fasse savoir dans sa région qu'il fait des bonnes charpentes, etc. Donc il ne faut pas être totalement radical ou autoritaire. Mais en revanche, il faut dire on doit pouvoir vivre avec, enfin, ou plus exactement, sans publicité. Ça, c'est un premier point. Puis après, je pourrais rentrer sur des sophismes, mais je reste là sur ce point de la manipulation de masse parce qu'après tout, c'est sans doute ce qui est le plus important et qui nous contamine sans que finalement on s'en rende pas compte parce que nos cerveaux sont en fait assez perméables. Bien sûr. Et c'est intéressant que vous disiez il faut qu'on se saisisse du sujet, mais la dernière fois qu'on s'est saisi du sujet, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Et les lobbies de la com et de la pub sont sortis avec les griffes, avec des arguments complètement débiles d'ailleurs, mais néanmoins, ça a marché. Avec le chantage à l'emploi habituel, avec l'ode à la liberté, avec l'embellissement des villes. D'ailleurs, Ségala a dit ça, c'était assez joli, je trouvais. Mais donc, on a essayé de s'embarrer de ce sujet en tant que citoyen, c'est fou. On a essayé, et puis vous avez vu la réaction, comme on le dit très bien. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'il faut intégrer aussi le fait que si on va dans les voies de l'écologie, de consommer beaucoup moins de vêtements, de consommer moins d'énergie, d'utiliser intelligemment les automobiles et les transports, de manger peut-être moins de viande, etc., de changer nos consommations, c'est pas facile, mais en fait, il faut aller vers le moins. Il y a quelque chose que notre société ou le système qui est fondé sur la croissance, sur l'augmentation, sur la production, ne veut pas entendre, et qu'en tant qu'écologiste, il faut dire, et que comme Laure le rappelait, la question écologique, elle date de décennies. Et c'est la question du besoin. Il faut qu'on arrive à dire franchement, c'est même pas la sobriété, il faut qu'on consomme moins, qu'on réduise nos consommations matérielles et nos consommations énergétiques. Et de ce point de vue-là, tout ce qui pousse à consommer plus est en fait négatif collectivement. Et après, la question, c'est effectivement comment on va trouver un emploi, c'est-à-dire que chacun trouve une place digne dans sa vie et qui lui permette d'éduquer ses enfants, de se nourrir, de se loger, etc., de façon digne. Donc l'emploi est absolument question cruciale, mais il faut qu'on arrive à assurer une vie digne
en réduisant très fortement nos consommations matérielles et nos consommations énergétiques. Oui, bien sûr. Et Émilie, peut-être, c'est quoi? Alors, il y a la pub, comme l'a bien décrit Hervé, dans l'industrie de la mode. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de manipulation? On changer de couleur toutes les saisons. Alors ça marche super bien. Il y a d'autres choses? Oui, effectivement, en dehors de la publicité, qui est l'incitation à la consommation, c'est un des problèmes majeurs du secteur de l'industrie textile. Mais moi, j'en ai un en tête qui, pour moi, est carrément institutionnalisé, en train de l'être. C'est la future étiquette environnementale. Pour vous faire court, cette étiquette environnementale, c'est une simplification de l'analyse de cycle de vie auquel vont devoir se soumettre les marques pour les consommateurs. Donc sur l'étiquette des vêtements neufs que vous pourrez acheter, vous trouverez une étiquette qui donnera une note de A à E, un peu à l'image du Nutri-Score qu'on trouve dans l'alimentaire, et qui vous permettra de faire un choix éclairé entre un vêtement A ou E. Sauf que cette étiquette, il faut bien construire cette note, et on la construit sur l'analyse de cycle de vie du vêtement. Sauf que si on met les mauvaises données à l'entrée, on sort une mauvaise note à la sortie. Je ne sais pas si vous êtes familier du gigot en informatique, c'est garbage in, garbage out. En gros, si vous ne prenez pas les bonnes données au départ, vous n'avez pas la bonne donnée finale. Pour moi, cette étiquette environnementale, elle est exactement cantonnée au produit, au niveau du produit, et pas ni de l'entreprise, ni du système global. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple trouver un t-shirt chez H&M, pour ne citer que lui, mais pour Primark ou Camailleux, etc., qui va être noté A, et une petite marque engagée où le t-shirt sera B. Parce que les critères aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus, favorisent le système et non pas ce qu'ils devraient être les vrais critères pour aller vers de la sobriété. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte déjà les critères sociaux des travailleurs de toute la chaîne de l'industrie textile, et il ne prend pas en compte non plus l'incitation à la vente, c'est-à-dire la publicité notamment, la surproduction, parce que les entreprises produisent beaucoup pour avoir des prix très intéressants, et tout ça, pour l'instant, ça n'est pas pris en compte dans l'étiquette environnementale. C'est l'objet de marchandage et de lobbyisme de la part d'ONG comme en mode climat par exemple, qui se battent pour que ce soit les bons critères qui soient pris en compte, mais aujourd'hui tel qu'elle est envisagée, ça ne sera pas le cas. Donc pour moi, ça c'est un outil en dehors des labels qui peuvent aussi être construits, comme je le citais, le Ig-Index, vraiment sur mesure par les marques pour favoriser leur système. Voilà, cette étiquette environnementale qui est pourtant inscrite dans la loi, aujourd'hui c'est expérimental, mais ça va devenir, elle part sur de mauvaises bases. Et elle part sur de mauvaises bases, elle en fume et donc elle ralentit l'action, on l'a bien compris. Et je me dis aussi, pendant que tu parles, que c'est pas demain la veille qu'on verra des Ouïghours sur le rapport RSE des grandes marques, parce que le social... voilà. Laure, est-ce que tu peux, sur ce système de cette fabrique des manipulations, parler un peu de l'imbrication? Et Hervé l'a dit, ça marche, ça imprime sur le cerveau, donc en fait... Cette fabrique, malgré nos warnings, nos lumières rouges qui s'allument, on continue à la subir. Oui, on peut employer le terme manipulation ou propagande, parce qu'en effet, comme on l'a dit d'emblée, derrière le greenwashing, il y a des intérêts puissants qui se défendent, qui sont les intérêts qui structurent notre ordre technique et économique et qui en tirent profit. Ça, c'est vrai, et il faut voir une partie du problème comme ça. Mais en même temps, il faut aussi dépasser cette vision-là pour creuser encore plus et se rendre compte que si le greenwashing fonctionne aussi bien, s'il est encore aussi présent, s'il est structurellement au travail, même aujourd'hui où on croit pourtant être bien conscient des enjeux et bien aligné, puisque désormais il y a des directives européennes qui cadrent la transition écologique, il y a des programmes en France, il y a l'horizon neutralité carbone en 2050 avec moins 55% dès 2030, etc. Enfin, il y a plein de... On a l'impression qu'il y a plein d'alignements, mais en vérité, on voit que pour l'instant, les objectifs, on n'est pas du tout en train de prendre la bonne route, on prend beaucoup de retard, et
et plus que du retard, nous on considère dans le bouquin qu'il y a beaucoup de domaines où on est en train de s'enferrer sur des dispositifs qui ne sont pas les bons. Il y a un article tout à fait éclairant d'un architecte, Eric Mott, sur l'éco-construction, surtout les normes réglementaires pour le bâtiment, pour bâtir mieux, pour les passoires thermiques, la rénovation énergétique. Et finalement, c'est comme dans le textile, c'est-à-dire alors qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut le faire, il faut rénover le bâtiment, c'est très important pour diminuer nos consommations énergétiques, c'est très important pour le confort des gens, surtout les catégories les plus pauvres, etc. Les outils qu'on se donne ne sont pas toujours les bons et peuvent avoir un certain nombre d'effets pervers, notamment parce qu'on choisit des voies qui ont une forte énergie grise cachée ou qui sont des systèmes high-tech en fait qui du coup posent d'autres problèmes. Donc si tout ça est à l'œuvre aussi facilement, c'est pas juste parce que nos gouvernements sont méchants, mais aussi parce que finalement on ronronne tous un peu gentiment dans ce système, quoi. Ce qu'on est en train de dire là et ce que disent finalement toutes les tables rondes que j'ai pu écouter aujourd'hui, ou visiblement beaucoup d'auteurs qui sont invités ici, c'est que si on veut vraiment faire face à l'enjeu écologique, et l'enjeu écologique, on ne peut pas faire autrement que d'y faire vraiment face. C'est-à-dire si aujourd'hui on ne prend pas des réorientations assez drastiques pour protéger non seulement le climat d'une évolution encore trop rapide et bien plus délétère, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, la multiplication de la contamination du monde par des polluants, enfin, on pourrait multiplier les constats scientifiques qui sont assez terrifiants. Eh bien, si on ne fait pas ça, c'est notre avenir tout simplement qui est en cause. Bon, mais pour y faire face, ça demande des changements drastiques. Voilà, c'est tout. On ne peut pas sortir de ça. Ça demande des changements drastiques dans notre manière de fonctionner, de faire société, de produire, de consommer, dans nos imaginaires, nos aspirations, par rapport au modèle qu'on a connu jusque-là. Et c'est un modèle dont il faut redire qu'il est historique, c'est-à-dire que nous, les historiens, on peut très bien l'étudier depuis 50, 100, 200 ans. Qu'est-ce qui nous a fait prendre ces trajectoires d'accélération de notre impact sur l'environnement ? Eh bien, ce sont des manières de construire la société autour de la technique, de la surabondance d'énergie fossile, autour du consumérisme qui nous a formatés en tant que consommateurs, autour de cadrages de discours tenus par les politiques sur le fait qu'il fallait d'abord sauvegarder la croissance, l'emploi avant tout le reste, etc., etc. Et ces enjeux, ils ne sont pas bidons. L'enjeu de l'emploi, il est très important, mais il faut le situer à sa juste place. C'est-à-dire, il faut d'abord assurer notre survie écologique, parce que maintenant, on en est là, et du coup, accompagner les transformations dans l'emploi qui vont forcément s'opérer. Accompagner les acteurs pour que ce soit le moins douloureux possible, pour que les secteurs en difficulté soient aidés. Là, c'est du politique. Ça veut dire quelles mesures on se donne en société pour adapter ce changement. Mais on ne peut pas inverser les problèmes. Sinon, on continue d'aller dans le mur. Et moi, j'aurais un seul message, c'est que méfiez-vous de tous ceux qui vous disent qu'aujourd'hui, on traite ces choses correctement. Parce que derrière, il y a beaucoup d'enfumage. Si vous creusez, vous vous rendez compte que non, on ne va pas dans la bonne direction dans bien des domaines, malgré tout ce qui est affirmé. Et pourquoi ? Parce que ça nous demande un effort collectif de remise en cause et de refonte de nos fondamentaux pour faire société autrement. Alors évidemment, quand je vous dis ça, c'est un peu anéantissant parce que c'est un énorme chantier. On a des questions hyper positives après. On va venir, rassurez-vous. Mais en même temps, on ne peut pas couper à cette question. Il n'y a pas de bonne nouvelle qu'on aurait juste quelques petits ajustements techniques, quelques petits cadrages réglementaires qui font qu'on va prendre la bonne trajectoire. Ça, c'est sûr que non. Non, pour ça, il faut sortir du mensonge généralisé. Et vous pouvez applaudir Laure, bien sûr. Si. Alors justement, 2 dernières questions, mais qui vont plutôt être dans le sens un tout petit peu positif, parce qu'évidemment, on a bien compris que ça n'allait pas être simple et qu'on a beaucoup de remises en question à faire. Mais je voudrais savoir si on peut reprendre la main. Et en faisant des recherches sur toi, Laure, j'ai trouvé une conférence qui s'appelle « Reprendre la main ». Et je me suis dit, c'est génial. Pour reprendre la main, tu dis, la première chose est de se sentir puissamment concerné. Ne pas faire face à l'enjeu écologique, c'est perdre totalement la main sur le futur. C'est ce que tu dis, il faut déjà prendre conscience et voir. Mais est-ce que ça suffit de prendre conscience pour reprendre la main ? Ben non, sans doute que ça ne suffit pas, mais je dirais que c'est le premier pas. En fait, nous, les enseignants, moi je suis enseignante-chercheuse à l'université, c'est une question qu'on se pose parce que quand on fait un cours vraiment fouillé sur ce sujet,
il y a un moment où on ne peut pas ne pas se poser la question de la charge émotionnelle d'éco-anxiété qu'on envoie à nos étudiants, en fait. Alors, certains d'entre eux sont déjà bien conscients et on ne leur envoie pas que de l'éco-anxiété, bien sûr, on leur envoie des grilles d'analyse pour comprendre, se situer, faire leur chemin à leur manière, selon leurs valeurs, leur trajectoire, leur idéologie. Bon, mais quand même, quoi, quand on creuse ces sujets et qu'on assume de les traiter avec l'intelligence qu'ils méritent, bien forcément, on est face à quelque chose qui est quand même très dur. Parce que moi, en tant qu'historienne, je vous dirais qu'on est vraiment dans un goulot d'étranglement de notre trajectoire historique, quoi. Voilà. L'humain et son organisation sociale, pour faire simple, on peut appeler ça le capitalisme, à condition d'ailleurs d'y inclure les expériences soviétiques et du bloc de l'Est, qui ont été aussi sur la nature très ravageuses. Mais si vous voulez, ce déploiement-là de rapport au monde nous a conduit dans un point de passage où en fait on a déclenché un déséquilibre global de notre système Terre qui affecte jusqu'aux grands équilibres du climat, qui est en train d'effondrer la biodiversité, etc., etc. Et il faudrait là très vite être capable de réorienter très rapidement l'énorme supertanker de notre civilisation mondialisée. C'est un goulot d'étranglement historique, voilà, c'est tout. Et il y a une charge anxieuse derrière ça. Mais y faire face, le partager d'intelligence à intelligence, chacun les uns avec les autres, pour moi, c'est la première nécessité, quoi. Et nous, à la Técopole, l'atelier d'écologie politique toulousain, qui réunit donc des enseignants-chercheurs et doctorants de toutes disciplines dans un dialogue très étroit pour essayer de faire face à ces questions, essayer de s'articuler à la société civile pour essayer de les réfléchir plus rapidement et d'être plus actifs tous ensemble. On considère que justement la première chose, c'est que tous les gens en soient bien conscients, qu'ils en discutent, que ça essaye de phosphorer pour essayer d'amorcer une forme d'intelligence collective dans cette société qui va être forcément très complexe, qui forcément passera un moment par la voie politique. La voie politique qui est une des plus verrouillées, quoi. Quand on regarde le panorama politique, il y a toute une partie de l'échiquier politique qui est complètement à l'ouest sur ces enjeux, soit qui s'en fout, soit qui les traite très mal. Il y en a d'autres qui font du greenwashing. Enfin, bon, voilà, c'est quand même très compliqué. Il y a une partie des gens qui sont tellement découragés qu'ils ne veulent plus voter. Il y a une partie des gens les plus impliqués, des activistes, etc., qui, eux, considèrent qu'ils vont reconstruire les choses voilà, depuis des expériences de terrain, qui ne veulent plus se mêler des enjeux, justement, institutionnels, etc. Bon, là-dedans, chacun peut faire son chemin à sa manière. Je crois qu'il peut y avoir des voies différentes. Moi, ce que je dirais, c'est que personne ne devrait se sentir aujourd'hui, au point où on en est, étranger à ces questions. C'est-à-dire, ça peut être de se dire, moi, je fais des changements à mon échelle, et puis dans mon quartier, dans mes voisins, dans ma famille, mon cercle d'amis, j'essaye de pousser ces idées, j'essaye qu'on voit les choses un peu d'autrement. D'autres, ça va être dans leur cercle professionnel, à l'institution. Nous, on essaye de le faire dans l'enseignement supérieur et la recherche. Des journalistes travaillent dans leur domaine, des gens dans des secteurs d'activité essayent d'avancer, et je pense qu'il faut tous qu'on s'y mette. Ça ne veut pas dire que tout le monde a le même niveau de responsabilité. Bien sûr que non. Et il faut aussi essayer d'aller chercher et d'aller interpeller ceux qui ont la première responsabilité, les acteurs de premier niveau. Bien sûr, nos politiques et les grands décideurs économiques, c'est évident. Et même, je dirais, les grands influenceurs d'opinion, quoi. Qu'est-ce que c'est ces youtubeurs de Dubaï qui sont sur des modèles délirants, certains sportifs dont on a vu qu'ils étaient hors sol. Bon, mais ces gens-là, ils ont une responsabilité parce qu'ils propagent un imaginaire culturel. Il faut aussi aller les chercher. Aller les chercher, ça peut vouloir dire se désaffilier, ne plus être fasciné par eux, quoi. Les laisser dans leur médiocrité. Et puis d'autres, les interpeller. Mais tous dans cette salle, vous avez chacun quelque chose que vous pouvez faire. Excusez-moi, il y a toujours un moment où je deviens une espèce de passionnariat qu'il faut donner son Valium. Mais oui, mais non, pas de Valium. Voilà. Mais non, il faut parler. On en est vraiment là, quoi. Je pense que chacun doit considérer qu'il est en charge de ce sujet et qu'il peut inventer à son échelle, avec ses moyens, en s'informant à bonne source, en discutant, surtout en inventant du collectif. Je crois que seul, on se sent très impuissant et on l'est de fait. N'importe qui est impuissant face à ça. Mais en collectif, on l'est un tout petit peu moins et on invente aussi une autre manière de faire société. C'est le début de quelque chose. Merci. Alors... Non, c'est génial parce que là, on vient de fusionner deux questions en une. Hervé, Laure a fait une très bonne introduction vers la responsabilité de tous les secteurs. Et comme sur cette table ronde, nous n'avons pas de politique à interpeller, parlons du journalisme.
Hervé, vous êtes à l'origine avec quelques autres journalistes, dont un média très engagé également, à l'origine de la rédaction et de la publication de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Quel est le rôle des médias aujourd'hui dans ces nouveaux récits et dans ces alertes ? Je vais répondre, mais en faisant un détour et en continuant, en étant 100% d'accord avec Laure, mais je vais ajouter quelque chose. Donc peut-être qu'on sera à 130% ou 150% d'accord. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans le moment historique que vous avez décrit. C'est le fait c'est une période conflictuelle. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Ce n'est pas seulement les politiques. Il y a ce qu'on appelle le capitalisme, on appelle les capitalistes, et Elon Musk, François Pinault, qui doit être la 8e, dont vous parliez, la 8e fortune de France, Elon Musk, tous ces gens-là savent en gros ce qu'on est en train de dire et continuent à agir comme si ça n'avait aucune importance. Ça, c'est le premier point. Donc, on est vraiment à un moment de conflictualité. Il se trouve, le hasard fait que j'aime beaucoup aussi l'histoire, donc je suis en train de lire un très bon livre que sans doute certains d'entre vous dans cette salle sont aussi en train de lire ou ont lu, L'abolition des privilèges, qui raconte la nuit du 4 août 1789. Ce qu'on oublie dans le récit formidable de 1789, c'est qu'il y a eu le 14 juillet, prise de la Bastille, mais il y a eu un moment après, 4 août 1789, qui est une histoire extraordinaire, et c'est la fin du régime féodal. C'est-à-dire qu'à un moment, on met en scène vraiment le peuple, par ses représentants, renverse l'ordre établi et dit il faut aller vers un autre ordre. C'est exactement ce que nous a dit Laure. Et pour le faire, il faut bien identifier qu'en face, il y a des gens qui sont hostiles, qui sont des adversaires. Je emploie le terme d'adversaire tout en étant fondamentalement non violent comme des écologistes, mais la gravité du moment est telle et le désastre dans lequel ils nous entraînent est tel qu'il faut dire ce sont des adversaires et ils sont nuisibles. Deuxième chose, c'est que très rapidement, mais c'est important aussi de comprendre la dynamique du capitalisme à l'heure actuelle. Ce que j'essaie d'expliquer dans Que crève le capitalisme, c'est que depuis une quinzaine d'années, je le fais à toute vitesse, donc ça va être extrêmement sommaire, mais il y a eu une reformulation du paradigme capitaliste. C'est-à-dire qu'avant, on va faire simple, il y a eu la période néolibérale. En fait, on est sorti de cette période néolibérale et les capitalistes ont reformé un paradigme autour du numérique notamment, autour de la Silicon Valley, autour de Bill Gates, de Elon Musk, de Jeff Bezos et d'autres, l'idée que l'avenir de l'humanité, c'est la machine, c'est l'intelligence artificielle, etc. Et qu'ils acceptent totalement dans leurs écrits que l'essentiel de l'humanité va être laissé de côté. Elle ne sera pas au niveau. Donc ça, c'est extrêmement important. On est aussi face à des gens qui non seulement ne veulent pas faire attention à l'écologie, mais ont un projet historique de l'avenir de l'humanité qui nous met de côté, qui nous met en danger. Voilà. Et le troisième point, alors maintenant je vais reboucler sur une question qui est pas marginale, mais qui par rapport à ce grand mouvement historique est peut-être moindre, mais comme l'a très bien dit Laure, il faut chacun dans nos domaines agir, et chacun dans cette salle, on a une dimension de possibilités, et ça c'est ce que tu nous as dit, et voilà, il faut de la saisir, il faut s'engager, il faut lutter. Et dans la question du journalisme, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les médias à l'heure actuelle si on oublie que la majorité des médias appartiennent à des grands milliardaires. Monsieur Pinault, donc le patron de Kering, vous avez extrêmement bien décrit la façon très subtile dont il détourne les choses pour nous faire croire qu'il fait du textile écolo alors qu'en fait il continue le même système à de la surconsommation. Eh bien, il est propriétaire de Le Point et je ne sais plus quel, 3 ou 4 autres journaux. Même chose pour Bernard Arnault, même chose pour Bolloré, même chose pour Kretinsky, qui est un exploitant de centrales thermiques au charbon, qui est en train de racheter Libération, etc., etc. Donc la difficulté des médias, c'est pas les journalistes. Les journalistes, la gouvernance, bien comme sans doute énormément d'entre nous, ils sont broyés. Vous êtes jeune journaliste, vous êtes précaire, donc soit vous êtes courageux, mais voilà, vous essayez de mener votre vie et de créer des documentaires, des médias indépendants, etc., mais c'est pas facile. Même si on se met dans un collectif, et là, une fois de plus, j'abonde, il faut toujours se mettre dans des collectifs. Soit ils acceptent de travailler parce que malgré tout, ce métier est formidable et qu'on a envie de le faire, et ils travaillent pour des gens qu'ils n'aiment pas, ils sont assujettis, ils sont domestiqués. Donc, c'est une bagarre aussi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la question des médias et des journalistes si on ne comprend pas que là aussi, c'est une bagarre. Et le seul intérêt de l'instrument qu'on a essayé de faire, la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, c'est en fait de donner des armes, un outil, même pas des armes, un outil aux gens qui sont dans des rédactions moins libres que celles de Reporters ou d'autres médias, et leur dire, vous avez un instrument, pas tellement utilisez-le, mais pour faire pression.
sur la direction, parce que dans les médias, il faut que vous le sachiez, il y a des systèmes de pouvoir avec des chefs qui généralement sont des hommes de plus de 50 ans, etc., des rédacteurs en chef, etc. Et donc donner des outils pour que non pas la rébellion soit possible, mais exercer son métier dans tous les domaines de la façon qui soit en accord avec les valeurs essentielles de notre temps et qui ont été très bien rappelées aujourd'hui. Oui, puis avoir un... Merci. Et c'est très intéressant ce sujet de la coalition et de se rapprocher autour d'une charte, parce qu'au moins on parle le même langage. Et ça, tout d'un coup, on découvre que dans sa rédaction, évidemment, on en parlait à la machine à café, etc. Mais non, on a un outil et on peut le porter, et en plus, on s'affiche. Et ça, je trouve que faire son coming out sur ces sujets-là en entreprise, et dans les médias en particulier, c'est courageux parce que c'est dangereux. Mais si on est nombreux, moi, je trouve que ça, c'est une vertu aussi de cette... quand je regardais les compteurs sur cette charte, je trouve que ça, c'est fort. Et puis peut-être qu'il y aura une inspiration internationale. Voilà, que ça déborde. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Juste un petit mot, si je peux me permettre, parce qu'il y a un mot qui me fait réagir dans ce que vous avez dit, c'est être courageux. Et c'est vrai que, par exemple, dans des entreprises, il peut y avoir du courage. Mais je crois que c'est vraiment important. On est à un moment... Vous vous rappelez ce livre de Cynthia Fleury, philosophe, La vertu du courage. Alors, c'est pas facile d'être courageux, mais il faut être courageux. Rien ne se fait s'il n'y a pas du courage. Et le moment historique est tellement fort qu'il faut qu'on fasse appel à cette vertu du courage qu'en fait, on a tous en nous. Et on le fait d'autant mieux qu'on est ensemble. Et une fois de plus, il ne faut pas être seul. Quand on ressent quelque chose fort, on trouve quelqu'un ou quelqu'une avec qui ça connecte et on se dit, allez, on va faire des choses ensemble. Et juste pour finir, cette charte qui est un instrument modeste mais qui est bien, ce qui a été formidable, c'est que c'était un processus coopératif. On a collaboré alors qu'on ne se connaissait pas bien, qu'on était un peu concurrents, etc. Et puis non, on a bossé ensemble et ça fait un résultat qu'on espère honorable et qui surtout va être utile. Et donc on a découvert l'intérêt, on se connaît mieux, de coopérer et sans doute il va y avoir d'autres choses qui vont se poursuivre. Et je vous invite tous à consulter cette charte. Moi, je trouve que c'est très instructif. J'ai pas lu le passage que je comptais lire, mais je vais le faire quand même. Un des articles, c'est « Révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. Certains trompent la compréhension des sujets et retardent l'action nécessaire pour affronter les bouleversements en cours. » Et je trouve que ça, c'est écrit, c'est un article, je ne sais plus lequel, mais c'en est un. Et quand on a signé ça, on signe avec son sang. Enfin, moi, voilà. Alors, c'est hyper dur ce que je vais te demander. Ça va vraiment être le mot de la fin, avant qu'on donne le floor au public. Mais je voudrais que tu nous dises, Émilie, selon toi, comment reprendre la main et comment, alors, pour reboucler avec le titre de cette conférence, passer à l'écologie pour de vrai dans ce secteur qui est plus que... mortifère, parce que quelque part tu utilises le mot mortifère, mais je trouve qu'en plus la mode, le luxe, etc., c'est tellement aspirationnel que ça peut entraîner tous les autres secteurs, ou pas du tout en fait. Alors, c'est assez dur de passer après vous deux, et c'est difficile. Moi, j'aurais qu'un seul mot, en fait, c'est la sobriété. Et je crois qu'on n'a plus le choix, en fait, vraiment. On n'a plus le choix. Tu l'as rappelé tout à l'heure, 2,5 milliards de vêtements achetés en France en 2021. On marche sur la tête, ça fait en moyenne 35 vêtements par personne et par an, 9. Donc voilà, j'ai pas de solution, il n'y en a pas. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y en aura pas tant que l'État ne régulera pas l'industrie textile en France, en Europe et au niveau international. Donc, je n'aime pas dire ça, mais pour l'instant, ça repose sur le consommateur qui doit acheter moins de vêtements. Alors, effectivement, le système est vicié parce que la mode fonctionne uniquement sur la surproduction et la surconsommation. Elle est basée sur notre instinct à vouloir toujours du nouveau. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. La planète ne peut plus se le permettre parce qu'il y a quand même une chose, c'est que de toute façon, à la fin, c'est nous qui allons en pâtir. La planète, elle s'en remettra. Mais voilà, moi, c'est ce que j'essaye de dire dans mon livre. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont écrits par des influenceuses mode qui se disent éthiques et qui commencent tous par consommer mieux. Non, en fait, il faut arrêter de consommer. Et enfin... On ne peut pas arrêter de consommer. Si on a besoin de quelque chose, on va d'abord aller le chercher éventuellement en seconde main. On va se dire qu'il faut que ce soit de très bonne qualité, que ça nous dure longtemps. Mais il en faut moins. Il faut juste moins. Alors, et ça peut être, comme le disait Hervé à la fin de son livre sur le capitalisme, que crève le capitalisme, ça peut être gai aussi.
Absolument, ça peut être gai. Alors, j'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour quelques questions, parce qu'on a la chance d'avoir des panélistes hyper inspirants et très très érudits sur leur sujet. Donc, questions? Oui, est-ce qu'il y a... Est-ce que vous voulez crier fort? Allez-y. Alors en fait, j'avais une question un peu de côté. On parle par exemple du textile, mais on parle un peu moins des livres. Par exemple, vous vendez des livres, on achète des livres. Moi, j'ai tendance plutôt à les acheter d'occasion. Mais quand ce sont des... Voilà, c'est aussi une industrie qui doit tourner. On veut soutenir les auteurs qui sortent des nouveautés tous les ans. Vous, quel est votre positionnement là-dessus quand on dit, voilà, il faut être sobre pour les vêtements, pour moi, personnellement, c'est plus facile. J'achète d'occasion et ça me va très bien. Mais pour les livres, je suis toujours tentée d'acheter neuf. Alors, je ne répondrai pas sur l'industrie du livre, sur la chaîne qui va des auteurs, les éditeurs, les libraires, etc. Par contre, je vais répondre depuis ma posture d'enseignante-chercheuse. Nous, à la Técopole, avant d'essayer de dire des choses à la société, à d'autres secteurs d'activité, on essaye d'être gratte-poil et d'interpeller notre milieu, ses fonctionnements et nos instances, nos tutelles, c'est-à-dire nos établissements académiques, le CNRS, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, etc., pour essayer de pointer des éléments d'incohérence, en fait, parce que maintenant, évidemment, sont déployés partout la transition, les établissements éco-responsables, les chartes de bonne conduite, les référentiels des DRS, etc., etc. Or, pour ne pas en rester aux petits gestes un peu insignifiants avec des angles morts énormes, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse. Et là, il y a des éléments vraiment de forte contradiction. Si on fait les bilans carbone des labos, eh bien, il y a une part qui est sur le bâti, il y a une part dans certains secteurs d'activité qui est sur les expériences, les déplacements de terrain, etc. Et maintenant, il y a pas mal de labos qui y travaillent, même des labos qui sont vraiment sur des sciences dures. Un labo, par exemple, de sciences sur l'océanographie qui doit faire des déplacements parce qu'il faut aller faire des expériences de terrain, mais qui réfléchit quand même à avoir une trajectoire carbone alignée, donc ça leur demande beaucoup d'ajustements. C'est courageux. Mais par exemple, pour nous tous, enseignants-chercheurs, on est animés par les colloques internationaux, c'est-à-dire pour être évalués. Un jour, j'ai réalisé ça fait déjà bien des années, mais où finalement, pour mon employeur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mon université, le mieux, c'est finalement que j'ai une empreinte carbone presque maximale. C'est-à-dire, soit je vais organiser moi-même des colloques et faire venir tout un tas de gens, soit je vais aller moi-même porter la science française, etc., faire rayonner, c'est ça qu'on trouve dans les programmes d'établissement, faire rayonner à l'international. Et bien ça, il faut qu'on arrive à changer les pratiques. Certes, il va sans doute rester des déplacements parce qu'on ne peut pas tout faire à distance, mais il faut qu'on réduise beaucoup. Et il y a des collègues qui sont prêts, il y en a d'autres, ben non, parce que c'est pour la science, quand même, c'est nécessaire, etc. Toutes sortes d'excuses. Là, récemment, moi, j'étais invitée à un truc intéressant au Québec, tout à fait bien, sur sciences et société, etc. Je leur ai fait un petit mail, je leur dis... Vraiment, merci, ça m'honore, c'est très chouette ce que vous faites, mais dans le contexte actuel, moi, je crois que c'est ni légitime ni utile que je vienne. Et je ne dirais pas que ça, c'est très courageux, ça nécessite aucune félicitation. Par contre, ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils m'ont répondu, c'est un truc qu'ils font depuis une vingtaine d'années, ah ben, que dire, sauf que vous avez raison, votre attitude est la meilleure, ça mariné dans nos esprits depuis pas mal de temps, on va peut-être l'année prochaine reconfigurer notre manière de faire et faire moins à l'international, parce que des bons chercheurs, il y en a aussi sur place un peu partout. Bref, ça demande vraiment de repenser les choses assez profondément. Nous, par exemple, à la Técopole, à Toulouse, on se dit, on sera peut-être moins dans l'échange avec nos pairs dans la même discipline à l'international, mais on va peut-être reconfigurer nos recherches pour faire des échanges en intersciences autour d'un sujet dans notre écosystème toulousain qui est déjà hyper riche. On ne va pas se limiter qu'à ça, mais c'est une manière de retrouver une échelle, quoi, voilà. Alors, j'ai beaucoup dérivé par rapport à la question du livre. Mais en fait, voilà, moi, du coup, dans ces choix, je me dis, voilà, je ne vais pas au Québec, je réduis, je ne prends plus l'avion du tout, d'ailleurs, ni au privé, ni pour des trucs pro. Mais le livre, je me dis, c'est une bonne pénétration du débat public pour un truc qui vaut encore la peine, en plus, qui est articulé sur la chaîne qu'on aime bien, des vrais éditeurs, des libraires et tout. Donc ça, oui, je pense que c'est encore défendable. Mais c'est une vraie question, parce qu'on écrit des livres sur l'écologie, on est distribué par Amazon, ça aussi, c'est marrant. Mais
Voilà, mais c'est une question sur la cohérence. Et je pense que ce que dit Laure, c'est à chaque échelle, on essaye de s'aligner au plus près, mais comme on fait partie d'un système, ben non, on n'est jamais totalement aligné. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur cette question avant qu'on prenne une deuxième question. Rapidement, parce qu'effectivement, c'est comme on est interpellé directement, ça vaut le coup de se positionner. En 2 mots, je pense quand même que d'abord en soi, le livre, bon, moi je suis drogué de livres, je lis, donc, mais c'est quelque chose qui est presque une pratique écologique. Vous vous posez et vous allez prendre du temps. Vous allez passer 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois pour des gros livres ou beaucoup plus. Et voilà, vous excluez du monde, vous réfléchissez, vous êtes seul, non pas avec vous-même, mais avec quelqu'un qui vous parle et qui quelque part devient non pas un ami, mais voilà. Donc en soi, le livre est un moment, une pratique, j'allais dire, écologique par rapport à beaucoup d'autres activités. Ça consomme relativement peu. Deuxième point, nous à Reporter, on reçoit un nombre de livres, vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est 3 par jour. Et on peut parler de 4-5 livres par mois ou plus, mais bon. Et sur beaucoup de ces livres, je vous l'avoue, ils ne sont pas très intéressants. Donc, il y a peut-être beaucoup d'éditeurs. Je vais vous prendre un exemple. À un moment, le vegan, c'était très à la mode. Alors, tous les éditeurs se sont dit, et vous avez eu un déferlant de bouquins, cuisiner vegan, être vegan, etc. Je ne sais pas si ça s'est calmé, mais vous aviez des rayons entiers de cuisine vegan. Bon, d'accord, il n'y en a peut-être pas besoin de 54. Donc là, c'est aux éditeurs. Vous savez, à la rentrée, il y a 450 romans. Est-ce qu'il y a 450 romans? Est-ce qu'on a besoin d'autant? Donc là, il y a effectivement dans la profession sans doute quelque chose qui est là. Et puis le troisième point, c'est quand même quand on a vraiment quelque chose de fort à dire. Enfin, moi, je dirige une collection au Seuil avec Reporter. On publie très peu de livres, 2 livres par an. Parce qu'à chaque fois, on essaie de trouver un auteur et quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire. Et par exemple, là, on sort un livre sur les technoluttes. Et ben, il est bien parce qu'il fait le point, notamment à Techopole et Cité dedans et plein d'autres gens, sur quelque chose dont personne n'avait vraiment parlé en prenant le temps et dire où est l'état du renouveau de la technologie. Donc, voilà, peut-être qu'on revient à nouveau aux besoins et à choisir. C'est comme les vêtements, vous disiez très clairement sur les... il ne s'agit pas de ne pas se vêtir du tout, et au contraire, mais que les vêtements qu'on choisisse, ils soient beaux, ils soient durables, ils soient rares. Mais en revanche, on a quand même besoin de se vêtir. Je crois qu'on a aussi besoin d'habiter nos têtes avec des bons livres. Bien sûr. Merci. Une dernière question, si Dominique nous autorise. Est-ce qu'un micro pour la dame? Non? Oui? Merci. Moi, je voudrais avoir un avis d'expert, je ne sais pas s'il est sur la scène ou dans la salle, au sujet d'une lecture dont on entend beaucoup parler pour l'instant, qui s'appelle Le Monde sans fin. C'est une bande dessinée de vulgarisation de Christophe Blain et Jean Covici, passionnante pour le bon écologiste que je suis depuis longtemps, et puis qui termine assez mal sur l'apologie du nucléaire. Comme beaucoup, j'ai été assez traumatisée par cette fin. Et je voudrais avoir vraiment un avis d'expert parce que je ne sais pas trop quoi en penser. En synthèse, il n'y a que le nucléaire qui peut nous aider à sortir du gouffre. Voilà. Ben, je crois qu'on est pile dans notre sujet, Hervé. Oui, pardon de parler un peu longtemps, mais je vais essayer de ne pas être long parce que je suis un spécialiste de Jean-Marc Jancovici pour 1000 raisons, mais à un moment on a eu des échanges et puis du coup j'ai fait une enquête approfondie sur lui qui est sur Reporter. Paru dans Reporter et j'ai lu ce livre, donc je vais répondre précisément sur votre livre, mais vous avez dit l'essentiel. C'est un bon livre au sens où Jean-Marc Jancovici et le dessinateur Christophe Blain expliquent très bien en gros la gravité de la question écologique et dans sa relation avec l'énergie. Donc, je veux dire, toute la première partie du livre, il y a toujours des petits points contestables, mais grosso modo, c'est du bon travail de vulgarisation, il dit des bonnes choses, etc. Et puis, comme vous l'avez très bien noté, à la fin, ça commence à dériver. Par exemple, moi, j'ai même compté le nombre de pages. Il y a autant de pages, quasiment, sur le nucléaire que sur le changement climatique. Je suis désolé, la question essentielle, c'est le changement climatique. Et le nucléaire ne devrait pas mériter autant de place. Et moi, je dirais, il y a une troisième... Et en plus, ces arguments sur le nucléaire sont... excusez-moi de le dire, tout simplement discutable. Voilà. Et donc, il les assène comme c'était de la vérité, avec plein de... Voilà. Il y a aussi un autre petit détail, parce que Jean-Marc Jancovici ne s'intéresse pas du tout à la question sociale. C'est-à-dire qu'il refuse de facto l'articulation entre la question écologique et la question sociale. On n'a pas le temps d'en parler, mais à un moment, il prend un graphique et il dit les inégalités sociales n'ont pas augmenté en France.
En fait, j'étais surpris de ça. Je connais assez bien la question et j'ai été revoir les livres de Piketty, Thomas Piketty, qui est vraiment la référence là-dessus. J'ai été voir son gros livre sur l'évolution des inégalités. Et si, je suis désolé, les inégalités ont augmenté en France, comme dans d'autres pays, un peu moindres, mais voilà. Donc, il y avait quasiment une erreur. Et puis, troisième point, et c'est presque ça qui m'a le plus gêné, c'est qu'il finit sur la théorie de Sébastien Boller, qui dit en gros on a une protéine dans le cerveau qui fait qu'on a toujours envie de quelque chose et ça serait l'espèce humaine aurait ça. Or cette théorie est extrêmement contestée par d'autres scientifiques et puis c'est une façon de dire, une fois de plus d'évacuer la question politique et de dire ça dépend de nous et même ça dépend même pas de nous parce qu'on est gouverné, piloté par cette substance magique qui sur le plan scientifique une fois de plus est très contestable. Donc je suis désolé de dire de ce livre pour répondre à votre question. Je regrette, c'est un livre qui est trompeur en fait et moi j'aimais bien la phrase que vous avez trouvée, que vous avez citée de Paul Valéry au début. Ce qui est plus dangereux, je crois, ce n'est pas le mensonge en lui-même, mais le mélange de vérité et de mensonge. Et c'est ça la difficulté quand vous avez des gens, et c'est tout l'éco-greenwashing, l'éco-blanchiment, quand on mélange la vérité et le mensonge. Je crains malheureusement que ce livre nous entraîne sur de mauvaises pistes. J'ajouterais un petit complément. Oui, j'ajouterais un petit complément par rapport à ça, par rapport à Jean Covici, au Shift Project. Nous, à la Técopole, qui est un groupe qui réunit vraiment à parité des gens qui viennent des sciences humaines et sociales, et des gens qui viennent des sciences dures, des sciences exactes, depuis des physiciens jusqu'à des biologistes. Enfin, vraiment, il y a tout type de chercheurs. Et c'est vrai que nous, on considère que le Shift Project et Jean Covici ont amené de très bonnes choses dans le débat public. Enfin, Hervé vient de le dire, mais c'est vrai, quoi. Ils ont réussi à être très connus, notamment dans le milieu NG, mais pas que, mais au moins dans le milieu NG, ça a contribué à faire bouger les choses. Et effectivement, surtout sur ces approches énergétiques et sur des approches très comptabilisatrices, en fait. Voilà, hein, une culture NG. Ce qui est une bonne chose, on en a besoin. Mais nous, on considère à la Técopole qu'on n'a pas besoin que de ça. Alors, le Shift ne pratique pas que ça, mais c'est, disons, très central dans leurs analyses. Et c'est vrai que nous, à la Técopole, on a tendance à dire qu'il faut aussi équilibrer ça avec une vision très politique. Quand on dit très politique, ce n'est pas au sens des partis et des élections, mais au sens de l'écologie politique. C'est-à-dire que toute question environnementale est de facto aussi une question sociale, une question culturelle, une question politique, une question technique. Pourquoi ? Parce que notre rapport à l'environnement est médiatisé par tout ça. Et que si on veut répondre à l'enjeu écologique, c'est vraiment tout le cadre qu'il faut faire bouger. Hein. Et donc, il faut prendre c'est très bien de faire des scénarios comptabilisés, très charpentés de ce point de vue, mais en fait, il faut aussi les ouvrir vers des questionnements qui sont autres et qui introduisent très au fond des questions sociales, y compris jusqu'à se poser les questions qu'on soulève là, mais qui ont aussi été soulevées ce matin, hein, par la table ronde de ce matin, c'est-à-dire les besoins, les imaginaires, le partage au sein de la société, la justice au sein de la société, etc. etc. Voilà. Et ce qui fait notre bonheur. En tout cas, je pense que là, vous êtes nombreux, donc je suis ravie, ça veut dire que le sujet interpelle, et ça veut dire aussi que vous êtes curieux, et ça veut dire qu'il y a des choses complexes à essayer de comprendre. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas simple et qu'il y a beaucoup de curiosité à adopter pour nous aider à déconstruire certains imaginaires et en construire d'autres. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous invite à aller chercher les livres de nos 3 panélistes parce que vraiment, moi j'ai adoré le voyage, les quelques heures avec vous quand vous m'avez parlé en direct. Merci beaucoup.